remarque, une observation, aussi bien dans la section que lui. Juste une question, Dr Bouchard. Quand on voit la différence qu'il y a d'un même expert, dans des cas similaires, les décisions qu'il prend. Alors, on voit par exemple dans l'affaire de Pau, où il y avait un expert contre 7 experts. On aurait dit un match de foot. Du coup, c'est les 7 qui ont gagné. Bon. Par contre, ils analysent la même personne et il y a une différence énorme de résultats. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des outils communs qui permettent d'analyser les malades et d'avoir un avis parce qu'on a l'impression que c'est fait dans n'importe quel sens pour les victimes. Alors, ça, c'est la bonne question. Alors, moi, je ne personnalise pas du tout. Hein, j'attaque personne. La question de ça, il est question tout simplement de trouver des voies d'amélioration. Il faut savoir qu'en matière d'expertise mentale, que ce soit les psychiatres comme les psychologues, grosso modo, une fois qu'on est missionné, on peut faire ce qu'on veut, c'est-à-dire passer le temps qu'on veut, en faisant ce qu'on veut au niveau de la méthodologie. Donc dans l'immense majorité des cas, c'est un entretien clinique unique, sans méthode d'évaluation, c'est-à-dire par exemple, on parle d'intelligence, il n'y a pas de test d'intelligence alors qu'ils existent, qui sont passés pour valider un quotient intellectuel ou un niveau, on peut écrire, il n'est pas beaucoup intelligent ou très intelligent comme ça, ou puis il faut mettre si on n'était pas sérieux, c'est possible. Et c'est pareil sur les autres partie de la personnalité, qu'elle soit pathologique ou pas. Donc c'est la raison pour laquelle moi je pense qu'il faut une harmonisation des formations, mais aussi une harmonisation de la méthodologie de l'expertise. C'est-à-dire arriver à ce que vous avez peut-être dit tout à l'heure, à un code de bonne pratique, qui est très utile pour les experts, c'est-à-dire qu'on ne va pas leur demander de faire des expertises toutes les mêmes de façon rigide. C'est pas ça, mais ça va être une espèce de guide à l'expertise, de raisonnement à l'expertise, de conseils sur les méthodes à employer, et donc ça va sécuriser l'avis des experts, et ça va aussi sécuriser le fonctionnement de la justice. Ah mais là, il faut les faire en consensus, on a déjà abordé la question tout à l'heure, avant que vous arriviez, c'est-à-dire conférence de consensus, on réunit des gens qui s'intéressent à ça, qui ont une bonne pratique, etc., et où on se met d'accord, c'est pas très compliqué, là on est trois, tous les deux, il semble y avoir eu une petite dissension entre la dame du fond et moi peut-être, parce qu'on ne s'est pas compris, on ne se connaît pas et on n'a pas eu beaucoup de temps, mais en un quart d'heure, on va être d'accord sur les grandes causes d'irresponsabilité, sur les cas qui sont beaucoup plus limites, et sur la méthodologie un peu idéale qu'il faudrait employer pour bien évaluer quelqu'un. Et ces méthodes, elles existent, vous avez tous entendu parler de méthodes actuarielles, de méthodes semi-actuarielles qui sont plus intéressantes parce que l'actuariel, façon USA des années, il y a 20 ans, ou du Canada, c'est un peu désuet maintenant, on a beaucoup mieux que ça, et même en France, on est quelques-uns à pouvoir l'enseigner et le pratiquer. Donc tout ça, c'est possible, c'est une histoire de volonté, et c'est une chaîne, c'est comme la chaîne pénale, il y a tous ces gens. Juste une question. Auctoritas, non veritas facit lege, c'est l'autorité, pas la vérité qui fait la loi. C'est-à-dire que sur ce livre, il faut une autorité morale, intellectuelle et scientifique admise par tous. Oui. Est-ce que c'est possible? Bien sûr. Parce qu'il y a des débats. Il y a déjà eu d'autres conférences de consensus, et il y en a régulièrement d'ailleurs. Il y en a régulièrement, donc je pense qu'on peut se mettre d'accord sur les connaissances communes, sur la méthodologie, mais aussi il faut y intégrer des jurys, des magistrats, des avocats, parce qu'il y a aussi des choses à dire du point de vue du droit pénal et des sciences criminelles, bien évidemment, et des procédures pénales, parce que tout ça c'est lié. Et je pense que ce consensus clinique et juridique, il faut y aller, parce qu'on est capable de le créer. C'est pas si compliqué que ça quand on est professionnel. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le bocal où je vois que ça tous les jours, donc on commence à savoir ce qui marche et ce qui marche moins, et quand on ne sait pas. Moi, quand j'enseigne l'expertise, je dis toujours une chose, c'est aux futurs experts, apprenez à dire « je ne sais pas », car vous ne savez pas répondre à une question qui vous est posée par la justice. Parce que dire « je ne sais pas » aux avocats, ou aux jurés, ou au président de la cour d'assises, ou au procureur, c'est tout à fait différent que de les polluer avec une théorie ou avec des évaluations tout à fait approximatives. Et c'est pas être un mauvais expert, au contraire, c'est l'inverse. On n'a pas les éléments cliniques pour conclure à une réponse certaine. Et c'est ce qu'on a fait en refusant les questions pronostiques, par exemple, sur la dangerosité.
il est impossible de répondre à la question est-ce que cette personne va être dangereuse dans 10 ans, 15 ans, etc. Parce que la dangerosité, il y a des facteurs qui sont inhérents à la personnalité, il y a des facteurs qui sont inhérents au contexte, etc., qui sont absolument imprévisibles, et ce n'est pas le rôle de l'expert de répondre à des choses comme ça. C'est comme, est-ce que cette personne est réadaptable quand on est en matière criminelle, ça veut dire qu'elle va être incarcérée pour des années, quelquefois pour plus de 10 ans, 15 ans, etc. Je ne sais pas si quelqu'un sera réadaptable dans 15 ans, 20 ans. On peut dire ce que l'on pense au moment où on l'expertise, mais ce sont des pronostics tout à fait infaisables, évidemment. Voilà. Et alors, tout ce que j'ai dit sur les expertises agresseurs, ça vaut pour les expertises de victimes, évidemment, parce que les expertises sont pas toujours bien, les victimes ne sont pas toujours bien évaluées. On voyait quelquefois les expertises de victimes qui se résumaient oui, elle fait des rêves angoissants, elle répète un peu, etc. Elle a un peu changé son comportement, et ça s'arrêtait là, quoi, grosso modo, sur 5-6 pages. Alors qu'on sait très bien qu'il y a 33 rubriques cliniques à expertiser finement pour évaluer une victime correctement, et ça va tout changer au niveau de l'avocat qui sera en partie civile pour requérir sa réparation, même si elle ne peut pas être totale, pour préconiser des soins, etc. etc. Je vous parle par exemple d'état de stress post-traumatique aigu ou chronique, vous savez ce que ça veut dire, mais chronique c'est après 3 mois, vous avez des victimes qui sont totalement traumatisées 2 ans après, 5 ans après, 10 ans après, 30 ans après, toute leur vie. Donc il faut que nos experts se mettent au niveau de ça. Et encore une fois, je suis prudent, les experts valides, formés, je l'espère, et compétents sont très nombreux et remettent tous les jours des expertises très bien. Là, on est sur ce qu'il faudrait améliorer pour que ça soit systématiquement comme ça, ou le plus souvent possible comme ça. Et c'est faisable, hein, c'est très faisable. Mais ça veut dire aussi que moi, je suis qualifié aux fonctions de professeur d'université, mais j'ai jamais voulu y aller, parce que je veux couper du terrain clinique, et c'est sur le terrain qu'on a les connaissances. Et j'ai monté une structure qui s'appelle l'Institut psychojudiciaire, où justement on enseigne ça, mais aux professionnels, et par des professionnels qui connaissent ces questions-là. Parce qu'on s'aperçoit que même ces questions sont désertées par nos professeurs des universités. C'est-à-dire, il n'y a quasiment plus de professeurs d'université en psychologie et en psychiatrie. Je crois qu'il y en a un à Lille actuellement, qui est en fin de carrière, les autres ont pris leur retraite récemment, qui, à partir de leur expérience judiciaire de terrain, enseignent ces questions-là. Donc comment voulez-vous que y ait une majorité d'experts, ou tous les experts qui soient systématiquement bien formés? Alors j'en profite pour vous dire, vous avez fait le DU de Toulouse, j'imagine, de criminologie, victimologie et psychopathologie médico-légale, c'est ça? Voilà, je connais le programme, c'est un très bon DU, bravo. Il me semble qu'en 2007, il y a eu une conférence de consensus à la Haute Autorité de Santé, en 2007, déjà, sur des exercices psychiatriques pénales, qui recommandait la psychocriminologie. C'était déjà abordé à ce moment-là. C'est inévitable, parce que, encore une fois, les maladies mentales, comme vous le savez, les maladies mentales classiques, hein, DSM-5, enfin CIM-10, on va passer sur ces critères-là, sont extrêmement peu nombreuses. La plupart des agresseurs que vous allez expertiser, ou des auteurs d'infraction, on va dire, qui ne sont pas forcément que des agresseurs, les auteurs d'infraction n'ont pas forcément des troubles mentaux. Donc il ne faut surtout pas ne connaître que les maladies mentales, quoi. Il faut connaître le fonctionnement de la personnalité en général, c'est très important, puisque vous avez plus de chances d'expertiser des gens qui n'ont pas de troubles mentaux que des gens qui ont des troubles mentaux. Donc effectivement, il faut connaître tout cet aspect-là. Par exemple, c'était publié plein de fois, je peux le dire, j'ai expertisé Jérôme Kerviel, vous voyez qu'on est très loin de ce dont on parle ce soir. Mais par exemple, se poser une question d'une hyper-intelligence. Je ne sais pas s'il est hyper intelligent ou pas, je ne le connaissais pas ce garçon. Donc qu'est-ce que je fais? Je l'ai vu pendant 2 semaines complètes. Il y a des outils qui existent pour tester l'intelligence des gens, il suffit de les employer, et donc je ne dirais pas le quotient intellectuel en question, mais voilà, il n'était pas au niveau de ce qu'on lui prétendait qu'il était, par exemple. Vous voyez, mais c'est très simple. Ce sont des outils techniques qui existent, qui sont validés mondialement et dans la culture occidentale, il suffit de les utiliser pour répondre à ces questions. Et donc vous voyez que là, on est encore très loin des maladies mentales, et pourtant ce sont des missions d'experts qu'on peut avoir. Alors là, c'est de la correctionnelle, parce que vous allez découvrir une chose, c'est que il y a des expertises présententielles en correctionnel et aux assises, et comme disait monsieur le procureur, aux assises c'est une procédure orale, et on doit comparaître oralement.
pas comparaître, on doit déposer oralement, pardon, on doit déposer oralement, et il n'y a que le procureur qui a vu nos rapports écrits, le président et les avocats des parties. C'est-à-dire que la majorité des gens qui vont juger, et les jurys en particulier, n'auront pas vu nos rapports écrits. Donc ils vont se fonder un avis en fonction de ce qu'ils auront entendu et vu de nous, alors plus entendu évidemment. Donc c'est important aussi de travailler sa communication à l'oral dans un procès d'assises. Quand on est en correctionnel, on remet un rapport écrit et la plupart du temps on n'est pas convoqué. C'est tout à fait différent. Voilà, donc c'est pour ça que là aussi il y a des choses à apprendre au niveau de la méthodologie d'écriture en matière d'expertise. C'est-à-dire qu'il y a des questions qui nous sont posées, il ne faut pas phraser ailleurs, il faut répondre de façon utile à ces questions. Si on a matière à le faire, et si on n'a pas matière à le faire, on le dit. J'apporte une précision sur ce que vient de dire le docteur Bouchard au début de son intervention, sur l'expert qui, une fois qu'il est nommé, a la possibilité de faire à peu près comme il l'entend, de voir la personne 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 2 jours, d'écrire un rapport de 5 pages, 10 pages, 30 pages, et de donner des avis parfois péremptoires ou développés. Sur ce point, c'est vrai, l'expert, il fait son travail comme il l'entend, et c'est pour ça que vous proposez sans doute que ce soit un peu normalisé. En ce qui concerne les magistrats, alors certes, ils ne peuvent pas faire de rapport d'expertise puisqu'ils n'ont pas la compétence, en revanche, ils ont la compétence pour les lire et essayer de les comprendre. Et lorsque on s'aperçoit, je rebondis sur la question de Christian Stanowski, lorsqu'on s'aperçoit que l'expertise qu'on a entre les mains, de toute évidence, repose sur un entretien rapide, voire très rapide, qu'il s'agit d'une expertise un peu bateau, hein, un peu standardisé, qui repose uniquement sur des commémoratifs d'état civil et qui arrive directement aux questions sur la responsabilité pénale, etc. Ben, évidemment, on est déçu. Et ce qu'on fait dans ce cas-là, ben, c'est qu'on désigne plus l'expert en question. Hein, c'est au final. Mais dans d'autres cas, on peut désigner un expert sachant la réponse qu'il va nous donner à l'avance. Non, mais je ne pense pas. Il y a des écoles évidemment en psychiatrie comme dans tous les domaines. La tendance, effectivement, selon les époques, est de psychiatriser d'un côté, de responsabiliser de l'autre. En réalité, tout ça n'est pas aussi tranché qu'on veut bien penser. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je dis et je répète que s'il y a beaucoup trop d'expertise dans certains cas où on n'en a pas besoin, moi je ne sais pas si on avait vraiment besoin d'expertiser Jérôme Carrier entre nous. Je constate en revanche qu'on n'en a pas assez, dans le champ criminel, et que bien au contraire, plus on en aura dans les dossiers, parfois contradictoires, et bien plus on ouvrira la discussion, et plus dans ces conditions on aura un débat transparent où la décision sera prise sur des bases les plus éclairées possibles.